Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est le premier article des 30 points qui composent la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont c'est le 73e anniversaire aujourd'hui, le 10 décembre 1948 aux Nations Unies. Un caractère universel est accordé aux besoins de liberté, d'égalité et de justice pour la première fois. Ce matin, avec Olivier Issambert, nous vous proposons de revenir sur les circonstances qui ont présidé à l'élaboration de cette charte. Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale de l'ONU, réunie à Paris, au Palais de Chaillot, adopte donc la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais quelle est son histoire au juste, Olivier ? Eh bien, Laurence, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est née à l'été 1789 du projet de l'Assemblée constituante, formée par la réunion des États généraux, de rédiger une nouvelle constitution et de la faire précéder d'une déclaration de principe. Les propositions affluent. L'Assemblée constituante charge 5 députés, des Meunier, la Luzerne, Tronchet, Mirabeau et Redon, d'examiner les différents projets de déclaration, de les fondre en un seul et de le présenter ainsi à l'Assemblée, article par article. La Déclaration française est votée du 20 au 26 août 1789. À travers son préambule et ses 17 articles, elle définit des droits naturels et imprescriptibles que sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Elle reconnaît également l'égalité devant la loi et la justice et elle affirme le principe de la séparation des pouvoirs. Ratifiée seulement le 5 octobre par Louis XVI sous la pression de l'Assemblée et du peuple accouru à Versailles, elle sert de préambule à la première constitution de la Révolution française de 1791. Bien que le texte ait été bafoué par la suite par nombre de révolutionnaires et qu'il ait été suivi de 2 autres déclarations des droits de l'homme en 1793 et 1795, c'est le texte du 26 août 1789 qui s'est imposé à la postérité. C'est lui qui a imposé des textes similaires dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique latine tout au long du 19e siècle. Et c'est sur lui que s'appuient les constitutions françaises de 1852, 1946 et 1958. Au 19e siècle, les excès de la révolution industrielle accouchent des premiers textes relatifs aux droits des travailleurs, puis la première moitié du XXe siècle, ponctuée par 2 guerres mondiales et marquée par la Shoah, sera à l'origine de l'internationalisation des droits humains. Les 2 guerres ont prouvé au grand de ce monde que la conception selon laquelle les États décident du traitement de leurs citoyens ne pouvait perdurer. La Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est le point de départ d'un long et fastidieux processus d'internationalisation de la notion des droits humains. Pour Douglas Griffin, avocat américain, cette internationalisation est l'un des principaux héritages légués par le XXe siècle. Elle consacre la reconnaissance de l'individu en tant que tel et instaure la nécessité d'une défense internationale par la coopération entre États. Mais revenons à présent au 10 décembre 1948. En ce jour, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale des Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cela se passait à Paris, Olivier. Effectivement, dans la capitale, la France a accueilli l'ONU, Laurence, pendant 3 mois au Palais de Chaillot, devenu pour l'occasion, eh bien, tout simplement, le Palais de l'ONU. C'est là que se sont tenues les sessions de l'Organisation des Nations Unies. Robert Schuman, alors chef de la diplomatie française, a remercié les délégués pour leur travail. Puis ceux-ci ont présenté leurs remerciements au président Vincent Auriol. De son côté, Gary Davis, premier citoyen du monde, a prononcé un discours sur la paix au Vélodrome d'hiver. Je vous propose d'écouter une archive d'époque. Elle est tirée des actualités françaises. Vous allez entendre dans un instant tour à tour Robert Schuman puis Gary Davis. La paix, but poursuivi depuis 3 mois par la session des Nations Unies réunies à Paris et dont M. Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, devait saluer la dernière séance en se félicitant que les délégués de 52 nations aient voulu choisir Paris pour édicter la nouvelle déclaration des droits de l'homme. Nous considérons, nous Français, qu'il y a là une espèce d'hommage rendu aux efforts séculaires de l'esprit français dans la recherche d'une paix universelle.
la même soirée, les différents délégués devaient aller présenter leurs remerciements pour l'accueil reçu à Paris à M. Vincent Auriol, qu'entouraient messieurs Cueil et André Marie. Après la session de Chaillot, de nombreux problèmes restent sans solution. La tâche de l'ONU risque d'être encore longue et pénible. C'est justement contre ces lenteurs que quelques jours auparavant, Gary Davis, premier citoyen du monde, s'était élevé à la tribune du Vélodrome d'hiver. Nous n'avons pas d'illusions sur les difficultés que nous attendent. Mais nous devons choisir entre les difficultés et les massacres de la guerre. Moi, j'ai choisi. Gary Davis et M. Evatt sont au fond d'accord, le désir de paix est partout. Mais où en sont les chemins ? Voilà pour ce voyage dans le temps à travers les voix de Robert Schuman et Gary Davis grâce aux actualités françaises des archives de l'INA. Élaborée dans un climat de début de guerre froide, la déclaration est adoptée par consensus par 48 des 58 membres de l'ONU, 2 étant absents, le Yémen et le Honduras, et 8 s'étant abstenus, la Biélorussie, l'Ukraine, l'URSS, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Yougoslavie ainsi que l'Arabie Saoudite qui conteste l'égalité homme-femme et l'Afrique du Sud de l'apartheid. Mais par qui la Déclaration universelle des droits de l'homme a-t-elle été rédigée, Olivier ? Eh bien, Laurence, présidée par l'influente Eleanor Roosevelt, veuve du président américain Franklin Roosevelt, mort en 1945. Un comité de rédaction comprenant des personnalités de divers pays est mis sur pied en 1947 après des mois de préparation. Le Canadien John Peters Humphrey et le Français René Cassin en sont les principaux animateurs. René Cassin qui insista pour que le texte soit qualifié d'universel et non d'international afin de transcender l'intérêt des nations. Je vous propose un nouveau voyage dans le temps à travers la voix de René Cassin. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles et plus particulièrement pendant et entre les 2 guerres. La voix de René Cassin. Les États membres de l'ONU ont ensuite apporté amendements et propositions à la charte proposée. Le texte tout entier de la DUDH a été composé en moins de 2 ans, à une époque où le monde était divisé entre le bloc de l'Est et celui de l'Occident. Trouver un terrain d'entente sur ce qui devait constituer l'essence de ce document fut une tâche plus que colossale. Ce document fondateur est traduit aujourd'hui, Laurence, dans plus de 500 langues différentes. Et sans valeur contraignante, la Déclaration universelle des droits de l'homme a inspiré tous les traités internationaux de l'après-guerre et est généralement reconnue comme le fondement du droit international relatif aux droits de l'homme. Les conventions internationales de 1979 contre la discrimination envers les femmes, de 1984 contre la torture, de 1990 sur les droits de l'enfant. La création de la Cour pénale internationale en 1998 découle directement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci Olivier pour la contribution, votre contribution à cette chronique que vous pouvez réécouter ou podcaster sur radioj.fr.